J'ai été ému en lisant Forteresse et autres refuges de Raphaël Germain, évidemment, qui, dans les années 2000, était la reine du chick lit, si on veut. C'était bon, et ça commençait raide pour toi. Te plonger dans le milieu littéraire de façon quand même assez forte. T'as vendu quoi? Combien d'exemplaires? Près de 100 000 exemplaires de soutien-gorge rose et veston noir, Oui, quand même, Oui. c'est un exploit. Ra- ben vraiment, c'était inattendu en plus, un exploit vraiment inattendu. Ben, c'était pas c'est ça. On espérait juste que ça se vende relativement bien, mais on ne s'attendait pas du tout à ça là, avec le premier livre. Donc, c'était une super belle surprise. C'était un cadeau. C'est vraiment un cadeau parce que quand on n'a pas d'attente puis qu'on reçoit ça, on le prend avec le sourire et beaucoup de reconnaissance. Et quand on parle de chick-lit, ça veut dire quoi exactement pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le terme, là? C'est un terme qui a été forgé, qui souvent a été vu comme étant un peu péjoratif, mais qui n'est pas inexact non plus, qui a été forgé à l'époque, là, quand sont sortis, fin des années 90, quand sont sortis plein de livres, Bridget Jones' Diary, puis des livres comme ça. C'était une littérature, mettons, un peu, je dirais, un peu légère, avec beaucoup d'humour, souvent au jeu, qui parlait de jeunes femmes cherchant l'amour. Mettons, je généralise. Ouais, c'est Et ça. j'allais dire qu'il s'adressait aux femmes, pas tant que ça, là, ça s'adressait à qui voulait bien le lire, mais bon, ça donne que le public, si je parle de mon expérience personnelle, était majoritairement jeune et féminin. Ouais, mais moi, je soupçonne fortement qu'il y a beaucoup d'hommes qui se sont prévalus Je me suis laissé de ce dire ça. livre-là. Je me suis laissé dire ça. La curiosité était présente, faut le dire, je l'avoue. Mais Oui. moi, je t'ai vu grandir entouré de gens, j'allais dire riches et célèbres, pour employer un terme américain, si on veut. Oui, oui, Et l'équivalent. Avec Georges Hébert, qui était ton papa, qui Oui. malheureusement est décédé de façon assez tragique, merci. Et puis Francine Chaloux. Et il y a Suzanne Lévesque aussi qui était dans l'entourage. Donc, tu étais entouré de personnages, de personnes très, très fortes. Euh, Oui. Est-ce que c'est au départ, c'était intimidant? Non, pas du tout, parce que je veux dire, je suis pas arrivée là-dedans comme un cheveu sur la soupe, ça a toujours été là. Donc, je pense pas qu'on peut parler on peut utiliser ce terme-là, intimidant. À la limite, ça peut être peut-être plus. C'est-à-dire que c'est des grosses présences, c'est des grosses pointures. Donc, je pense qu'on pourrait dire que est-ce qu'on se sent à la hauteur, par exemple, mais c'était pas vraiment ça, parce que comme ils étaient là tout le temps, ils étaient là dès le départ, on les voit probablement comme étant on voit leur fragilité, on voit leurs failles aussi, on voit leurs petits travers, mettons, qui se dévoilent moins là, quand on les rencontre une première fois. Mhm. Mais comment on fait sa place avec deux parents qui étaient dans le domaine artistique, public? Ah, écoute, j'ai comme été chanceuse. Je pense que j'avais une espèce de naïveté qui fait que je me suis jamais tant que ça posé la question. J'ai commencé à écrire d'abord des petites chroniques dans la presse. Puis bon, c'est sûr que moi, ça m'a beaucoup servi. C'est-à-dire qu'il y a des gens probablement avec bien plus de talent qui n'ont pas percé parce qu'ils n'étaient pas à bonne place au bon moment. Moi, mettons que j'avais le petit pied dans la porte. Alors, j'ai commencé à écrire. Puis c'est ça, j'avais une genre de naïveté où je me posais pas ces questions-là. Après ça, c'est sûr que sont venues des comparaisons, sont venues des remarques comme quoi, ben, c'est probablement grâce à tes parents si t'es rendu là, ce qui est en partie vrai, mais j'ai fait mon chemin, puis j'ai toujours eu l'impression d'avoir une voix qui m'était propre, sans qu'elle soit nécessairement unique ou transcendante ou mirobolante. Mhm. J'ai toujours eu le sentiment que c'était la mienne. Donc, ça a bien été à cet égard-là, je pense, pour moi. Puis à un moment donné, ben, c'est ça, le temps fait les choses. Au début, tu avais une écriture que je pourrais qualifier de quasi journalistique. C'est-à-dire que tu t'en tenais très souvent aux faits que tu commentais, plus ou moins, mais en même temps, ton écriture, avec le temps, est devenue beaucoup plus poétique. C'est-à-dire que tu puises dans les mots et ce que les mots racontent et suggèrent, et c'est absolument le cas avec Forteresse et autres refuges. Il y a une dimension politique qui est intéressante. Et là, il y a la structure. Vous êtes contraint avec une structure chez Québec Amérique, donc la Oui. collection d'Emmanuel Lorrain, qui s'appelle la collection 3.
on vous demande de travailler dans ce sens-là. Est-ce que ça a été facile pour toi d'embarquer dans ce bateau? Ah ben moi, j'étais bien contente en fait parce que je suis toujours habitée du désir d'écrire des livres, puis je fais tout le temps 50 autres affaires. Fait que là, finalement, c'était quelqu'un qui m'approchait, Daniel Lorrain, puis il y avait cette structure dont tu parles qui était, en fait, ce qu'on nous demande, c'est d'écrire 3 souvenirs. Ben on nous demande de prendre 3 souvenirs comme point de départ à 3 récits. C'est plus ça, là, pour être exact. Donc, après ça, comme Daniel moi, m'a dit, tu peux partir dans la fiction. Il y en a qui ont fait ça parmi les autres auteurs qui ont participé à la collection. Tu peux y aller là, dans la réflexion, dans l'essai. C'est carte blanche. C'est juste qu'il faut qu'il y ait 3 points de départ qui soient 3 souvenirs. Mm. Donc, non seulement ça me donnait le petit coup de pied dans le derrière que je me donne jamais moi-même, mais il y avait aussi, j'avais pas de temps, je pouvais pas être confrontée à un syndrome de la page blanche puisque j'avais quand même déjà quelque chose qui m'enlignait un peu en quelque sorte. Et en même temps, on avait aussi une grande liberté, là, c'est-à-dire que c'est ça, le souvenir devait être un point de départ. Fait que c'était comme le meilleur des deux mondes, vraiment. Là. J'avais à la fois là, une petite indication, tu sais, voici, va par là, mais une fois que tu as pris, une fois que tu es passé dans la porte, tu peux aller où tu veux. Il y Donc, avait c'était parfait comme petit terrain de jeu. Peux-tu justement nous parler de ces 3 parties de ce livre? Il y a le legs, Noir Suie et les forteresses. Nous expliquer un peu les titres et pourquoi. Oui, ben en fait, c'est que le premier, je me suis interrogée. J'avais pas tant envie de juste raconter carrément mes souvenirs à moi. J'avais pas nécessairement 3 souvenirs qui me semblaient dignes de constituer des récits, là. Mais dans le premier, c'est quand j'ai commencé à écrire, moi, ma mère était encore vivante, mais elle souffrait de la maladie d'Alzheimer à un stade quand même vraiment avancé. Donc, je voyais sa mémoire ce qui restait de sa mémoire qui s'effritait beaucoup. Et je me rendais compte qu'en même temps, beaucoup de ses souvenirs, je les ai. C'est-à-dire que c'était des gens dans sa famille, c'est tous des conteurs, là, ça raconte beaucoup. Donc, je porte ces souvenirs-là. Puis j'ai des images mentales de son enfance à maman, même si évidemment, je n'étais pas là. Donc, j'ai commencé à raconter un peu ces souvenirs-là. Puis à me poser la question, finalement, est-ce qu'on peut hériter d'un souvenir? Parce que je vidais sa maison aussi. J'en sortais, écoute, c'est une ramasseuse épique. Là, je sortais des choses de chez elle. Puis je me disais, ben elle n'a plus ces souvenirs-là, mais je les ai vraiment, c'est-à-dire, c'est même pas tant genre que je répète quelque chose qu'on m'a raconté, mais je vois des choses, je vois des événements. Alors, le legs, c'est un peu ça. Est-ce qu'on peut hériter d'un souvenir? Parce que tant qu'à parler du souvenir, je voulais vraiment comme un peu essayer de réfléchir à comment les souvenirs se construisent, qu'est-ce qui fait qu'on garde des choses en soi, qu'on porte des choses toute notre vie. Puis, quelque part, je vais porter le récit de l'enfance de ma mère, même plus que le récit, là, le souvenir de l'enfance de ma mère. Fait que ça, c'était le leg. Après ça, Noir Suisse, c'est que j'ai essayé de voir justement, je me souviens de l'enfance de ma mère, mais j'ai peu de souvenirs de mon enfance. J'ai plus des flashs, plus des impressions, des couleurs et tout ça. Et ressortait de ça un conte que mon père me racontait. En fait, il inversait les contes classiques. Blanche-Neige était devenue Noir Suie, puis plutôt qu'être comme vraiment parfaite et douce et tout ça, elle était vraiment brouillonne, elle était hirsute, elle était sale tout le temps. Et moi, j'aimais beaucoup ça parce que c'était comme des espèces d'héroïnes, un peu des anti-héroïnes, un peu trash. Je m'identifiais évidemment à ces héroïnes-là parce que quand j'étais petite, apparemment, que j'avais toujours la baboune. Donc, je trouvais ça cool. Ça légitimait un peu mon art bête puisqu'il y avait des héroïnes, pardon, qui avaient l'air bête aussi. Alors, c'est un peu ça. Et puis, ben, le dernier chapitre, je me suis je suis revenue un peu vers ma mère, mais à la fin de sa vie, qui justement était, tout était en train de partir. Puis, pour me poser la question, ben, qu'est-ce qu'on veut garder finalement? Parce que je voyais les choses partir. Si on a le choix, elle n'avait plus le choix, là. Mais si on a le choix, si on peut décider, par exemple, qu'est-ce qu'on voudrait garder? Faire une espèce de petit travail de conservation intérieure, finalement. Qu'est-ce qu'on voudrait garder si on pouvait nous dire, là, OK, là, c'est le temps de regarder derrière. Puis, pas de faire le bilan nécessairement, mais quelque chose qu'on pourrait faire comme une genre d'hygiène de vie, de dire, OK, tu sais, voici ce que le monde a déposé, voici ce que le monde nous a laissé. Qu'est-ce qui serait intéressant? Les petits souvenirs qui sont le fun de ressortir puis de ne pas lire de temps en temps, mettons. Il y a une phrase qui m'a marquée. Tu dis que ta mère avait très peur de l'Alzheimer et elle disait, si jamais j'apprends que j'ai l'Alzheimer, je vais demander une petite piqûre à un de mes frères médecins parce qu'elle ne voulait pas vivre ça. Ben, elle voulait pas vivre ça, c'était son pire cauchemar. Elle avait l'âge que j'ai aujourd'hui, puis elle disait genre, elle disait ça exactement. Et ben évidemment, c'est que mes
mes deux parents, ma mère encore plus, c'était aussi, mais je comprends ça, c'est très, très humain, là. C'est difficile aussi quand une maladie comme ça elle arrive de dire, je pense que je suis en train de perdre la mémoire, je pense que c'est ça. Donc, elle ne l'a jamais admis. Et bon, on a essayé de lever certains flags aussi, ça n'a pas été très bien reçu. Ce qui fait que finalement, il n'y a même pas eu une réalisation. Puis bon, de toute façon, évidemment, c'était très hypothétique. Puis c'est pas comme si on pouvait juste demander à un frère médecin une petite piqûre aujourd'hui, là. Mais c'était son pire cauchemar. Donc, c'est ça, elle s'est retrouvée à vivre son pire cauchemar et à le vivre en le niant jusqu'au bout. C'était un réflexe de défense, évidemment. Il y a une pudeur naturelle chez toi que j'ai toujours soupçonnée, mais jamais avalisée de façon concrète. Mais il demeure que, malgré cette pudeur, tu en arrives à raconter des choses de façon tellement dépouillée que ça me surprend un petit peu. Que tu sois aussi lucide dans tout ça. Ben, merci C'est presque beaucoup. une mise à nu. C'est presque une mise à nu. Oui, je trouve que oui aussi, merci. Je trouve que c'est une belle lecture. Ben, je pense qu'à un moment donné, il fallait par intégrité un peu aller là aussi. Et je pense que c'était juste, c'est ça, une espèce de... quand tu de la pudeur naturelle dont tu parles, c'est que moi, j'ai quelque chose contre souvent l'exhibitionnisme littéraire, là, justement la mise à nu, puis après ça, je danse tout nu devant toi pendant 400 pages. C'était pas trop mon bag, mais je pense que dans une démarche honnête d'écriture aussi, il y a un moment où il faut qu'il y ait un dévoilement, dans un texte comme celui-là, évidemment, qu'il y ait un dévoilement de l'auteur. Donc, j'ai choisi d'aller là, mais c'est effectivement quelque chose qui ne me vient pas instinctivement. Mais j'ai essayé de travailler ça pour que ça puisse correspondre, mettons, que ça soit une manière de faire qui soit intègre, là, c'est-à-dire par rapport à ma sensibilité aussi. Donc, j'ai essayé de faire ça en cohérence avec ma propre sensibilité. Est-ce que Georges Hébert a été une source d'inspiration pour toi? Pas seulement dans l'écriture, pas seulement dans l'écriture, mais je veux dire dans la façon d'aborder la vie, d'aborder les choses, de réfléchir, finalement d'écrire. Pas tant, je dirais. Étonnamment, là, il y avait vraiment une façon, c'était vraiment un journaliste, mon père, là. C'était vraiment quelqu'un qui observait, se renseignait, traduisait. J'ai pas cette espèce de rigueur-là, cette espèce de méthode dans l'écriture, là. Je pense que c'est un travail personnellement, la lecture pour un livre comme celui-là, par exemple, qui part vraiment plus de l'intérieur. Mon père partait vraiment de l'extérieur et du monde qui l'entourait. Un Donc, conteur, un oui, habile c'est conteur. ça. Oui, vraiment, ce que je ne suis pas. Donc, je dirais qu'à ce niveau-là, c'est des métiers qui se ressemblent, puis à plusieurs égards, je pense qu'il y a des parallèles aussi dans certaines façons de travailler, mais le point de départ de l'écriture est vraiment pas le même, je pense. Oui, vas-y, comme question. Est-ce que quels sont tes projets pour la suite, là? Est-ce que tu es toujours en écriture? Je sais que tu fais des choses à la télévision. Tu écris pour la télévision? J'écris pour la télévision, c'est ça, c'est ce qui m'occupe beaucoup. Puis je dis ça, je ne me plains pas évidemment parce que je travaille avec des gens vraiment le fun. Puis c'est des projets, pour bien gagner sa vie aussi, on va se le dire. La littérature n'est pas ce qu'il y a de plus lucratif au Québec en général. Donc, je travaille là avec Marc Labrèche qui commence au début d'une émission le 11 avril. Je travaille aussi avec Arnaud Solé. Je travaille en humour, en télé. C'est un grand plaisir. C'est des gens le fun, c'est des belles intelligences. Je suis très choyée de côtoyer ça. C'est très. C'est de l'intelligence très vive, là, ces gens-là avec qui je travaille. Je trouve ça le fun, là, c'est inspirant. Puis je caresse toujours, à tout jamais, le rêve de réécrire puis de continuer à écrire des livres parce que ça a été un grand bonheur d'écriture pour moi, ce livre-là, vraiment. Là. Je trouve que c'est un luxe d'écrire. En même temps, c'est un besoin d'écrire. Tu sais. Ah oui, oui, puis c'est vraiment, mais vraiment, je me dis quel privilège quand on est en train de faire ça. Pour ça, je suis très reconnaissante aussi, là, vraiment, à la maison d'édition. Tu sais, c'est vraiment quelque chose que je n'aurais pas fait de moi-même. Puis, mais donc, j'espère que des occasions comme celle-là vont se représenter, vraiment.
Est-ce qu'on va pouvoir te voir dans les différents salons du livre? Ben, à Montréal, probablement. C'est sûr, là, les salons du livre de Québec s'en vient, mais je sais que j'y serais pas. Il y avait des conflits d'horaire, mais oui, très, très certainement. Je rappelle que Forteresse et autres refuges est publié dans la collection 3 de Daniel Laurent pour Québec-Amérique. Je recommande fortement pour tous ceux qui ont été happés d'une certaine façon par des situations aussi tragiques que celles que tu racontes avec beaucoup de poésie et beaucoup de talent. Oh, ben merci Merci. infiniment. Merci. Merci beaucoup, beaucoup. Ça a été très chouette. Merci. Merci. Allez, bonne Bye journée. bye.